Alors, module 2205, on aborde donc au cours de ce S2 une toute autre partie. On va attaquer donc ce qu'on appelle la comptabilité analytique et puis plus globalement, on va aborder donc le contrôle de gestion. Tout d'abord, je voudrais, avant de rentrer dans le détail du dossier 1, faire un panorama de ce qu'est le contrôle de gestion pour que vous arriviez un petit peu à suivre, pour que vous puissiez vous situer par rapport au programme que vous allez faire OS2, OS3 et OS4. Ce qu'on appelle le contrôle de gestion, c'est deux éléments. Tout d'abord, la comptabilité de gestion, comptabilité analytique. C'est ce que l'on va faire par exemple au titre du S2 quand on va faire des calculs de coûts. Et puis le contrôle de gestion proprement dit, c'est en gros quand on va utiliser les calculs de coûts que l'on aura fait ici dans cette partie-là pour pouvoir les utiliser, aider les managers et l'entreprise à développer ces stratégies ou à prendre des décisions. Au niveau de la comptabilité gestion et plus particulièrement dans le semestre 2, on va voir donc ce que vous trouvez ici en vert, c'est-à-dire la méthode des coûts complets et plus particulièrement la méthode des centres d'analyse. C'est la méthode classique. On va commencer par ça. On va faire un découpage ici, vous voyez, entre des charges directes et indirectes, avec une répartition des charges indirectes selon ce qu'on appelle des unités d'œuvre, et on calculera donc des coûts de revient et des résultats analytiques. Ensuite, on abordera la méthode du coût partiel avec un autre découpage. Les charges vont être soit fixes, soit variables, ce qui nous permettra donc de calculer le risque d'exploitation pour pouvoir finir l'analyse financière qu'on vient juste de terminer. Il y aura ensuite une sous-méthode qu'on appelle la méthode des coûts spécifiques, que l'on verra très probablement au S3. Au niveau du S2, on va avoir tout ce qui se trouve ici en orange, c'est-à-dire une revisite de la méthode des coûts complets. Donc la méthode ABC, la méthode des coûts basée sur les activités, qui apparaît dans les années 90-2000. On va rester encore sur un découpage direct-indirect, sauf qu'on va changer le mode de répartition des charges indirectes. On va voir l'analyse du coût marginal. Faut-il accepter une nouvelle commande, par exemple, tant qu'on a encore des capacités de production. Donc on va utiliser l'analyse marginale que vous avez déjà vue ou que vous allez voir en économie. La méthode de l'imputation rationnelle, on va faire un mix entre des fixes variables et direct-indirect, et on va donc faire varier les charges fixes pour les rendre donc variables et recalculer donc des coûts complets. Ça nous amènera donc à la notion de coût standard, et cette notion de coût standard nous amène au contrôle de gestion. Et là, vous voyez, on est dans une démarche plus proactive d'anticipation, avec une gestion prévisionnelle et l'analyse des écarts. Donc on va anticiper l'avenir et on va mesurer l'écart entre ce que l'on pensait faire et ce que l'on a fait, avec le processus budgétaire, analyse des écarts et le pilotage de la performance par des prix de cession interne, tableau de bord reporting, management de la qualité. Vous ne le verrez pas au titre de GEA, ça c'est plutôt dans le chapitre, ça c'est plutôt au niveau des DCG. Et ça c'est ce que vous allez faire au S4. Alors on attaque donc pour l'instant méthode des coûts complets avec un découpage charge directe, charge indirecte par la méthode des centres d'analyse. Donc, dossier 1. Calcul de coûts et résultats analytiques. On va commencer par camper le décor, une petite définition. Le rôle du contrôle de gestion. Donc, par définition, le contrôle de gestion est un outil permanent d'information, donc c'est fait par des systèmes informatiques, permettant la mesure des performances. Est-ce qu'on a gagné de l'argent sur un produit, une commande, un service? Et c'est aussi un outil d'aide à la prise de décision au sein de l'entreprise. Une autre définition d'un auteur célèbre américain, Anthony, nous dit que le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l'organisation. Le contrôle de gestion est là pour aider à la mise en œuvre des stratégies décidées par le sommet stratégique, la direction générale, et ça va permettre d'influencer le comportement des gens. Par la mesure de la performance, on va voir s'il y a des dysfonctionnements et on va analyser ces dysfonctionnements pour aider les services production ou les responsables de service à corriger ou à influer le comportement des personnes dans l'entreprise pour que l'entreprise après aille mieux. Le contrôle de gestion donc recouvre deux aspects, la comptabilité de gestion et le contrôle de gestion proprement dit. La comptabilité de gestion, ça consiste à calculer les coûts. Le contrôle de gestion, lui, analyse les coûts pour faciliter la prise de décision. Les objectifs du contrôle de gestion, connaître les coûts des différentes fonctions de l'entreprise. Alors différentes fonctions, différents produits, différents services, différentes commandes. Tout dépend de ce que vous voulez mesurer. Déterminer les bases d'évaluation de certains éléments du bilan de l'entreprise. Quand il y a une comptabilité analytique, c'est elle qui chiffre les stocks de début, de fin.
expliquer les résultats, établir les prévisions de charges et de produits, constater la réalisation, expliquer les écarts. Donc grosso modo, les objectifs que je vous montre là, c'est en fait ce que je vous ai montré dans le schéma. Alors en complément, une vidéo que j'avais fait l'année dernière pendant le premier confinement, pourquoi une comptabilité de gestion? C'est une vidéo dans laquelle j'ai repris une explication à partir de Pascal Café, le pâtissier. J'ai repris des produits, des gâteaux, des éclairs avec sa comptabilité financière. J'avais récupéré sur internet. Et puis l'explication de pourquoi il peut être intéressant chez Pascal Café de mettre en place une comptabilité analytique. Donc vous avez le lien ici vers la vidéo, vous avez le QR code si vous voulez le flasher avec vos téléphones aussi. C'est à regarder, donc ça permet de camper un peu le décor. Alors, on attaque maintenant la comparaison entre la comptabilité financière et la comptabilité de gestion. La comptabilité financière est normalisée à travers le plan comptable général que vous connaissez déjà. Pas le dépliant en couleur avec tous les comptes, ça c'est juste la liste des comptes. Le plan comptable général, je vous rappelle, c'est un document de 300 à 400 pages qui explique toutes les règles de fonctionnement de la comptabilité en France. Elle est obligatoire, on n'a pas le choix, et elle est à usage externe parce qu'elle va être transmise aux banques, aux impôts, aux organismes sociaux ou aux fournisseurs et clients. La comptabilité de gestion, elle, ne fait l'objet d'aucune normalisation réglementaire. Les entreprises donc sont entièrement libres au niveau de la comptabilité de gestion. Elle est non obligatoire, toutes les entreprises n'en font pas. Il n'y a en général que les entreprises industrielles d'une certaine taille qui le mettent en place. Les cabinets comptables le font par exemple pour mesurer la rentabilité de chacun des dossiers clients. Et elle est usage interne, elle n'est jamais diffusée, elle ne concerne que les managers et au sein de l'entreprise. La comptabilité financière, donc pour rappel, elle est obligatoire, normalisée, à usage externe, et la comptabilité de gestion n'est pas obligatoire, pas de normalisation réglementaire, à usage interne. Elle consiste à déterminer et analyser les coûts, les marges, les résultats, des objets de coûts. Ça peut être des produits, ça peut être des commandes, ça peut être des services, ça peut être un site de production. La comptabilité de gestion est une partie du contrôle de gestion. Alors, quand un contrôleur de gestion met en place une comptabilité analytique, en général, on va s'appuyer déjà sur le logiciel comptable existant. Je vous renvoie vers la vidéo de à quoi sert une comptabilité de gestion. On va s'appuyer sur l'existant et le premier travail qu'un contrôleur de gestion doit faire, c'est d'analyser le processus de production, donc comment on fonctionne dans l'entreprise. À partir de là, on va pouvoir donc établir nos calculs de coûts, la méthode que l'on va utiliser et puis les types de calculs que l'on va faire. Et en général, on suit le processus de production. On va commencer par les achats de matières premières pour pouvoir les transformer et ensuite après les vendre. Donc, dans les entreprises industrielles, le cycle d'exploitation peut être schématisé de la manière suivante. On va avoir trois phases, la phase d'achat, la phase de fabrication ou de production et la phase de vente. Puis derrière, on aura un résultat analytique. On va partir des charges de la comptabilité de gestion, pas des charges de la comptabilité financière, parce que certaines charges dans la comptabilité financière ne concernent pas les calculs de coûts. Par exemple, les PV que vous pouvez avoir pour un excès de vitesse pour aller sur un chantier. Cette charge ne concerne pas mon activité dite normale, donc je vais l'écarter. Donc une fois qu'on aura fait le tri dans les charges de la comptabilité financière, on va obtenir les charges de la comptabilité de gestion. Et là, on va commencer par, dans la phase d'achat, à prendre tous les coûts liés aux achats. Donc on va avoir des coûts d'achat des matières. Ces coûts d'achat des matières avec des charges directes, indirectes. Donc direct, c'est en gros des factures fournisseurs pour les matières premières. Et indirect, ça va être des charges qui ne sont pas liées directement à l'achat, mais qui concernent l'achat. Donc, les coûts d'achat des matières premières vont nous servir pour déterminer nos entrées en stock. Il faut imaginer un camion qui rentre, qui vous décharge donc des matières premières dans l'entreprise. Vous prenez ces matières premières, vous les stockez dans un hangar parce que vous n'allez pas forcément les utiliser tout de suite. Donc, dans ce stock de matières premières, après, on va aller chercher une certaine quantité de matières premières pour les amener vers les ateliers de production. Donc, on va avoir un coût de production. Donc, on aura des charges directes de production et des charges indirectes de production. Une fois que j'aurai produit mes biens, je vais aller les stocker dans une autre partie du stock parce que je ne vais pas forcément vendre tout de suite mes produits fabriqués. Donc on va avoir un stock, on va déstocker une partie de notre production, nos produits finis,
pour pouvoir les vendre aux clients. Mais on ne va pas les vendre tout de suite en l'état. Il va falloir les emballer, il va falloir les mettre dans des camions pour pouvoir après faire la livraison. Donc on va avoir un coût de distribution en plus du coût de production de ces produits vendus. Et les deux vont me donner donc le coût de revient des produits vendus. Donc je vais bien respecter mes phases d'achat, fabrication, vente. Et puis derrière, on aura, par différence avec le chiffre d'affaires, avec les produits, on aura un résultat. Donc vous avez les différentes étapes, et puis donc ce calcul est répété autant de fois qu'il existe de types de produits. Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple que vous allez remplir vous dans votre poli, et puis après vous aurez un exercice derrière que l'on fera en TD. Exemple, une entreprise est spécialisée dans la fabrication de 2 produits de base pour l'industrie chimique, SB1, SB2. Ces 2 produits sont élaborés à partir d'une matière première unique, MP. Les éléments suivants vous sont communiqués pour le mois de mars. Donc on retrouve un état des stocks au 1er mars, donc ça va être nos stocks initiaux. On retrouve donc des matières premières, mais aussi des produits finis que l'on a produits avant, mais que l'on n'a pas encore vendus. Des achats de matières premières, donc vous avez 6300 kg à 15 € le kilo. Des charges d'approvisionnement, 12 600 €. La production donc, de SB1, on produit donc 600 kg et on produit 400 kg de SB2. Les consommations de matière pour la fabrication des produits, donc on va utiliser 4000 kg de matières premières pour fabriquer les SB1, nos 600 kg de SB1 ici, et on va utiliser 2500 kg de matières premières pour fabriquer les 400 kg de SB2. On a des charges de production, vous avez le montant directement, et on a donc les quantités vendues et le prix unitaire pour déterminer notre chiffre d'affaires, qu'on utilisera donc nous à la fin pour déterminer un résultat. Les charges de distribution, vous avez le montant pour les SB1 et SB2. On vous dit que les mouvements de stock sont valorisés selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré calculé par période, et là, vous inquiétez pas, on aura un chapitre ultérieur où je vous expliquerai ce qu'est ce qu'on appelle un CMUP, un coût moyen unitaire pondéré. Si on doit faire le schéma du processus de production tel qu'on l'a utilisé ici, eh bien on va obtenir donc quelque chose qui ressemble à ça. J'ai un achat de matières premières, un stock de matières premières, j'avais mis des carrés dans le cours, mais on peut mettre des ronds, hein, donc quels que soient les ouvrages, on représente ça avec des triangles, des ronds ou des carrés. Donc on a un stock de matières premières. Cette matière première ensuite est ventilée dans des ateliers pour fabriquer des SB1 ou des SB2. Une fois que cette production de produits finis, SB1 ou SB2 est finie, on va avoir une phase de stockage. Donc on va stocker les SB1 dans un coin, les SB2 dans un autre coin. Et à ce moment-là, après, on va déstocker des produits finis pour obtenir le coût de revient des SB1, des SB2 et après, donc on aura un résultat analytique par confrontation entre le chiffre d'affaires des SB1 et le coût de revient des SB1. Et la même chose pour les SB2. Et on aura donc un résultat final bénéficiaire ou déficitaire. Alors, on va commencer par faire donc le coût d'achat. On respecte toujours la hiérarchie des coûts, c'est-à-dire qu'on respecte toujours les phases. Je commence par acheter, je produis, je vends. Donc, on commence par acheter. On avait dit ici que nos achats, ici, c'était 6300 kg à 15 € le kilo. Donc, 6300, 15 € le kilo, donc 6300 x 15, 94 500 €. On a des charges d'approvisionnement qui nous sont données dans l'énoncé. 12 600 kg, je vous rappelle, c'est ici, charge d'approvisionnement. 12 600 kg. Donc au final, j'ai un coût d'achat de 6300 kg. Évidemment, j'ai toujours 6300 kg qui me sont donc acheminés par mes fournisseurs dans l'entreprise. Sauf que maintenant, mon coût total, c'est plus 94 500 €, mais 107 100 €. Donc mon coût unitaire, maintenant au kilo, passe de 15 à 17 €. Ce coût d'achat, ça va être mon entrée en stock. C'est-à-dire que mon entrée en stock ici, c'est bien ce que j'ai acheté au-dessus. Stock ici. Je dispose d'un stock initial. Mon stock initial, c'est l'état des stocks au 1er mars. Et j'ai, au démarrage, au 1er mars, 1200 kg de matières premières à 12 € le kilo. Donc, ça me donne,
je reproduis en fait mon stock initial, 1200 kg, 12 euros le kilo, 14 400 euros. Et tout ça, ça va me donner un disponible. Au titre du mois de mars, je dispose donc de 1200 kg plus 6300 kg achetés au cours de la période. Donc je dispose de 7500 kg. Pour un total de 121 500 euros. Et les 121 500 euros divisés par 7500 kg, ça me donne 16,20 euros du kilo. Donc on fait une moyenne pondérée en fonction des quantités. Je vais utiliser une certaine quantité de matières premières pour aller dans mes ateliers et produire mes SB1, SB2. Donc là, il faut que je cherche mes consommations, ici de matières premières, 4000 et 2500 kg. Donc je reproduis mes 4000 et 2500 kg. Et là, il y a une particularité, ces sorties doivent être valorisées au CMUP, c'est-à-dire ici au 16,20 euros. Ce sera toujours comme ça pour le CMUP, mais vous verrez, on aura d'autres techniques de valorisation des stocks. Donc, une fois que vous avez trouvé ce CMUP, ce coût moyen, eh bien, on va valoriser nos sorties et notre stock de fin à ce coût moyen unitaire. Donc, je sors 4000 kg, 2500 kg à 16,20 euros. Et donc, 7500 moins 4000 moins 2005, eh bien, il va me rester 1000 kg fin mars. Toujours à 16,20 euros pour 16 200 euros que j'utiliserai en avril. Les sorties de stock ici vont être en fait mon coût d'achat des matières consommées dans le coût de production. Alors qu'en fait, je vais prendre des kilos de matière que je vais acheminer dans des ateliers. Et dans mes ateliers, on va produire les SB1 et SB2. Donc, je reproduis ici mes éléments. 4000 kg à 16,20 euros, 2500 kg à 16,20 euros. Dans l'énoncé, on nous donnait des charges de production. Donc, on a juste à reproduire le montant. Donc, 19 600 euros pour les SB1, 49 500 euros pour les SB2. Ce qui me donne un coût de production des produits terminés. Alors, attention pour les quantités. Dans l'énoncé, on nous dit que on a une production finale de 600 kg de SB1, 400 kg de SB2. Donc évidemment, c'est ce que je dois avoir là, 600 kg ici, 400 ici. J'ai un total de charge, 144 400 euros pour SB1, je divise par les 600 kg de produits finis, donc ça me donne 240 euros le kilo de SB1. De même pour le SB2, 90 000 euros de charge de coût de production, divisé par les 400 kg que vous obtenez à la fin de SB2, ça vous donne 225 euros par kilo de SB2. J'ai à nouveau une phase de stockage, donc dans ce stockage, je vais prendre ma production. Cette production, ça va me donner mes entrées en stock. Donc, je vais remettre ici ce que j'ai à la fin de mon coût de production. 600 kg à 240 euros, 400 kg à 225 euros. Je dispose d'un stock début mars, dans l'énoncé. Je dispose donc début mars de 100 kg de SB1 à 180 euros, 50 kg à 270 euros. Donc je vous montre, c'est ce que vous avez ici, l'état des stocks SB1, 100 kg, 50 kg. Ça me donne un disponible en produit fini au titre du mois de mars, donc pouvant être vendu. Donc je dispose de 700 kg de SB1, 450 kg de SB2 pour un total donc de 232 euros unitaire ici, 230 euros unitaire pour les SB2. J'ai simplement fait l'addition, 18 000 plus 144 400, 162 euros 400, je divise par 700 et j'obtiens 232. Je fais la même chose pour les SB2. Sur ce stock de produits finis, des ouvriers sont venus pour prendre une partie de cette production et l'emballer, le mettre dans des cartons, le mettre sur des palettes, mettre ça dans des camions et ensuite expédier ça vers les clients. Donc j'ai eu des ventes, mes ventes je les retrouve ici, vente de produits. J'ai vendu 620 kg de SB1, 380 kg de SB2. Donc 620 kg ici de sortie à 232 le CMUP, 380 kg ici de sortie de SB2 ou de vente de SB2 à 230 euros le CMUP. Et donc les quantités disponibles moins les sorties
donc les ventes, ça va me donner un stock de produits finis disponible début avril. Donc mon stock de fin, 80 kg à 232 toujours, et 450 moins 380, 70 kg au CMUP 230. Et ça, je l'utiliserai la période suivante. Mes sorties de stock, mes quantités vendues, vont me permettre de déterminer donc derrière le coût de revient des produits vendus. Donc mes sorties ici, c'est mon coût de production des produits vendus qu'on appelle aussi le CPPV, coût de production des produits vendus. Donc je reproduis ici ma ligne sur les sorties, 620 à 232, 380 à 230. J'ai des charges de distribution en plus. L'expédition, il y a un transporteur qui vient chercher mes SB1 et SB2 pour les expédier chez le client, c'est moi qui paye. L'emballage, le carton ou le film plastique, la palette qui va permettre de protéger tout ça, des commerciaux qui sont chargés de faire les ventes, donc il y a un coût aussi derrière. Donc mes charges de distribution, je les ai dans mon énoncé. Donc ça me coûte 24 800 € pour les SB1, 13 300 pour les SB2. Donc je les ai ici, charges de distribution. Et l'addition donc de mon coût de production plus des charges de distribution, ça va me donner mon coût de revient final. Évidemment, ça ne change pas mes quantités, j'ai toujours 380 kg de SB2 à la fin, mais maintenant mon coût unitaire est de 265 €. Et mes SB1, j'ai 620 kg pour un coût total unitaire de 272 €. Je vais faire maintenant la confrontation entre ce coût de revient et le chiffre d'affaires et ça va me donner un résultat analytique. Un résultat par produit. Donc mes ventes, alors déjà mon coût de revient, je peux le reproduire. Mon coût de revient, c'est ce que j'ai ici. Mon coût de revient, c'est ce que j'ai là. Donc je le reproduis là. Mes ventes de produits, il faut que je prenne maintenant mes quantités vendues multipliées par le prix de vente. Le prix de vente, on l'avait ici. 300 €, 260 €. Donc 620 kg à 300 €, j'ai un chiffre d'affaires de 186 000 €, j'ai un coût de revient de 168 640 €, je fais la différence entre les produits et les charges, le coût de revient, ça va me donner un résultat analytique. Donc ici j'ai un bénéfice de 17 360 €, toujours donc pour 620 kg, ça me donne un bénéfice unitaire de 28 € le kilo. Je gagne donc 28 € de bénéfice au total sur le SB1. Je fais la même chose pour SB2, je fais les ventes moins le coût de revient, ça va me donner moins 1900, je perds de l'argent. Et quand je prends les 1900 que je divise par 380, j'obtiendrai donc un déficit de 5 € par kilo de SB2. Par contre, mon résultat global, eh bien, ça va être donc 17 360 moins les 1900, 15 460. Globalement, je gagne de l'argent. Mais en faisant de compte analytique, je m'aperçois qu'en fait, j'ai un produit bénéficiaire et j'ai un produit déficitaire. Et là, après, il faut se poser les bonnes questions. La bonne question à se poser, c'est de savoir comment on va modifier la production du SB2 pour le rendre bénéficiaire. La mauvaise réponse, c'est de dire qu'il faut supprimer le SB2 parce qu'il est déficitaire. C'est trop simple, c'est trop facile, si vous voulez. Parce que supprimer un produit, ça peut en fait rendre déficitaire l'autre produit. Et puis, on a parlé de décision stratégique. Une entreprise, ce n'est pas que de la comptabilité, c'est aussi une organisation, c'est un système technique, c'est un système social, ce sont des êtres humains qui travaillent. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain aux gens qui produisent du SB2, c'est fini, rentrez chez vous, vous êtes licencié. C'est trop simple. Donc, le boulot d'un contrôleur de gestion, c'est d'analyser le coût de revient du SB2 pour essayer de trouver des solutions avec les services techniques. Voilà. Vous avez un exercice derrière, ce sera à vous de le faire, donc en TD.